Première question pour vous, Eliane Assassi, puisqu'on voit aujourd'hui, et Tam Tranui l'a rappelé à l'instant sur notre plateau, la multiplication des lois antiterroristes. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire qu'on est mieux protégé qu'en 2015 des attentats? Écoutez, si l'on part du principe que le risque zéro n'existe pas, je serais bien en peine de répondre à cette question. D'abord, je voudrais quand même dire ici que je pense beaucoup aux familles des victimes et aux victimes de ces attentats. Mais je crains que malheureusement, si la France ne s'attaque pas à des problèmes de fond et que le risque zéro n'existe pas, je crains que malheureusement, on pourrait, je le dis bien au conditionnel, voir en France encore de tels attentats. Quels outils faut-il, parce que c'est de ça dont il s'agit, quels outils faudrait-il mettre en œuvre pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'attentats? Je vous avoue que je suis un peu dubitative sur les mesures qui ont déjà été prises. Et dès lors qu'on ne s'attaque pas au fond de la question, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Je reconnais cependant que le Sénat a fait un excellent travail sur le sujet, par les commissions d'enquête qui ont été créées, par le comité de suivi aussi de l'état d'urgence qui a été mis en place ici au Sénat, présidé par le président de la commission des lois à l'époque, mais qu'on n'est qu'aux prémices un petit peu des éventuelles réponses, s'il y a des réponses sur ce sujet. Mais je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que nous ne sommes pas à l'abri encore aujourd'hui, malheureusement, d'attentats. C'est vrai que la menace terroriste, elle est permanente. Elle n'a jamais diminué, Philippe Dallier, depuis 2015. Est-ce que les pouvoirs démocratiques sont parfois démunis face à cette menace terroriste ? Je ne dirais pas démunis, parce qu'on donnerait le sentiment qu'il n'y a strictement rien à faire et qu'à subir les événements qui viennent. Il est vrai que nous avons, à plusieurs reprises, adapté notre droit. Alors ça a pu en surprendre certains, ça a donné lieu effectivement à beaucoup de débats. Est-ce qu'il fallait ou non introduire dans la loi ce qui relevait précédemment de l'état d'urgence? Comme ça a été rappelé, je pense que le Sénat a joué un rôle très important et je pense que nous sommes parvenus à un bon compromis. Compromis qui permet de donner aux forces de l'ordre un certain nombre de moyens dont elles ont besoin pour essayer de prévenir les attentats, et compromis qui garantit également de l'autre côté les libertés publiques le plus possible dans un contexte qui est toujours un contexte extrêmement risqué. Je crois que personne ne pourrait dire sur un plateau ou écrire que quelque disposition que ce soit puisse nous garantir que plus jamais nous ne revivrons le cauchemar que nous avons vécu en 2015. Et d'ailleurs ça vient de bien plus loin, parce qu'on pourrait reparler de Toulouse, on en a parlé à l'occasion du procès. Enfin, voilà. C'est tout cela qu'il faut prendre en considération, et au pouvoir public, au gouvernement d'un côté et aux législateurs de l'autre, d'essayer de nous donner des moyens les plus efficaces possibles. Je pense que c'est ce qu'il faut dire. Rémi Féraud, vous avez été au contact des victimes, des familles des victimes. Que vous disent-elles justement? Est-ce qu'elles se sentent protégées? Certaines ont pu être inquiètes, notamment de la sortie de l'état d'urgence. J'étais maire du 10e arrondissement, donc j'ai vécu évidemment au premier plan ces attentats. Je sais aussi que des attentats de cette ampleur sont un choc et que la menace est toujours aussi élevée. Ensuite, depuis 2 ans maintenant, plus de 2 ans, évidemment que le niveau d'efficacité de la France s'est élevé par des mesures législatives, mais aussi par des moyens et l'expérience acquise. Il faut d'ailleurs noter qu'en 2017, je crois qu'il y a eu 3 morts terrorisme en France. Xavier Jugelé sur les Champs-Élysées, les 2 jeunes filles à Marseille, mais il y a eu beaucoup plus d'attentats empêchés. Ceci dit, nous savons que le risque est 13 attentats ont été déjoués depuis le début de l'année, ce sont les chiffres du ministère de Donc il faut aussi saluer cette efficacité des services, qui ne tiennent pas qu'à des mesures législatives, mais aussi aux moyens donnés, à l'expérience acquise, au professionnalisme. Mais il faut s'inscrire dans la longue durée. Nous savons qu'il y aura d'autres attentats, d'autres tentatives. Il faut essayer qu'ils soient le plus souvent déjoués possible, qu'ils fassent le moins de victimes possible. C'est cela le défi qui est devant nous. Et cela correspond aussi à des modes opératoires qui peuvent être différents, des commandos qui peuvent être différents. Nous savons qu'il est très difficile de lutter contre la radicalisation dans l'ensemble de notre société. Bref, cela recouvre un champ qui est extrêmement large et une volonté publique qui doit s'inscrire dans la durée, c'est-à-dire sur des années et des années.
Julien Bargeton, sur cette question de l'état d'urgence. On sait qu'auprès de l'opinion publique, généralement, eh bien, l'état d'urgence avait plutôt valeur de symbole, mais un symbole important, les gens se sentent protégés. Est-ce que justement, c'est compliqué d'expliquer aux gens qu'on est sorti de l'état d'urgence ? D'abord, nous l'avons tous dit autour de cette table, aujourd'hui, c'est la journée du recueillement, du souvenir, et il faut le dire, de notre infinie tristesse. La Seine-Saint-Denis, Paris, frappé au cœur de sa jeunesse, des quartiers populaires, des quartiers vivants pour ce qu'elle est, pour ce que sont nos quartiers, c'est-à-dire des terres de liberté, d'espoir, tout ce que détestent les terroristes islamistes qui s'en sont pris à nos valeurs. Et c'est cela qu'il faut rappeler, et bien sûr penser d'abord aux victimes et à leurs familles, parce que nous sommes encore sous le choc. Et vous l'avez rappelé, avant il y avait eu Toulouse, après il y a eu Nice. Nous sommes en guerre contre ce terrorisme. La menace est permanente, elle est loin d'être achevée, malheureusement. On le voit aujourd'hui avec le sujet de la fin territoriale de Daesh, mais qui n'est pas, hélas, la fin de son activité. Et donc il faut se donner les moyens humains, remercier d'abord et avant tout les services publics, de la police, de la gendarmerie, bien sûr, des services hospitaliers, et pour continuer à améliorer notamment le renseignement, donc doter davantage les services de renseignement, et puis des moyens juridiques, vous l'avez dit. L'état d'urgence permettait un certain nombre de mesures. La loi de sécurité intérieure en reprend, les met sous certaines conditions de contrôle du juge, notamment. C'est un bon équilibre, cela a été dit, qui renforce les moyens juridiques pour pouvoir lutter contre le terrorisme et qui protège nos libertés publiques. C'est cette perpétuelle recherche d'un équilibre que nous devons toujours chercher. Si nous ne respections pas nos valeurs, alors ça veut dire que ceux qui s'en prennent à nous auraient gagné, et ça, c'est hors de question. Et c'est toujours sur ce chemin qu'il faut aller. Alors, je comprends les interrogations, mais le travail qui a été fait au Sénat, cela a été souligné. On voit bien que nous sommes parvenus à un accord qui était en commission mixte paritaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat, toutes tendances, en grande partie des tendances confondues. Je crois que c'est comme ça qu'il faut continuer à travailler. Et puis, se dire qu'on peut parfois être en désaccord avec telle ou telle analyse, mais que nous devons être toujours unis face à ce péril qui est loin d'être terminé. Ouais, c'est dans ce contexte, Éliane Assassi, que ce devoir de mémoire est particulièrement important. Et pourtant, on nous apprend qu'Emmanuel Macron pourrait finalement ne plus être présent aux cérémonies d'hommage dans les années à venir. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, vous me l'apprenez. Je trouve que ce serait une erreur que notre République, incarnée notamment par le président de la République, ne soit pas partie prenante d'hommages rendus aux victimes, à toutes les victimes d'ailleurs, mais aux victimes d'attentats particulièrement. Mais je voulais revenir sur une chose. Je pense vraiment que le gouvernement devrait consacrer beaucoup d'efforts à renforcer nos services de renseignement. Parce que je pense qu'une des clés pour lutter contre le terrorisme, c'est d'avoir des services de renseignement qui interviennent bien en amont, y compris au-delà de nos frontières, qu'au niveau européen aussi, il y ait Alors il y a cette réforme de l'antiterrorisme avec la création d'une task force, Éliane Assassi. Donc tout ça mérite d'être discuté, mais il faut qu'on se donne de la force. Bien évidemment, moi j'évoque toujours les raisons qui font que Daesh existe aujourd'hui et des comportements, y compris de notre pays, à l'égard d'autres pays qui financent Daesh par la vente d'armes. Mais je crois aussi, et peut-être d'abord, à ce renforcement au niveau européen du renseignement et de l'intervention de nos forces de police. Et quant à la justice, moi j'attire l'attention, on peut dire qu'il y a un certain équilibre qui a été trouvé. Moi, je ne le partage pas, puisque que ce soit la justice administrative qui ait pris le pas sur ce type d'affaires n'est pas pour me rassurer.
Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup de syndicats de magistrats qui s'élèvent contre les mesures qui ont été adoptées dans le dernier texte et particulièrement celles qui relèvent de l'état d'urgence et qui ont été intégrées à notre droit commun. Je crois qu'on est sur une ligne de crête dangereuse de ce point de vue. On va y venir si vous voulez bien, mais sur cette coordination des services de renseignement, Philippe Dallier, c'est vrai que parfois certaines attaques ont montré une coordination imparfaite, voire défaillante. On sait que le chef de l'État veut réformer ses services en créant une task force. Alors ça a été rebaptisé Centre national du contre-terrorisme. Est-ce que c'est la bonne réponse du gouvernement à la situation, selon vous ? Il n'y a pas une réponse unique, mais je pense qu'effectivement, en matière de coordination, il y a des choses à faire en France et puis au niveau européen et même mondial. Je crois qu'on l'a vu au travers des attentats qui ont pu se produire à Bruxelles, en Belgique, mais aussi ailleurs. On a besoin d'une plus grande coordination. S'il y a bien un domaine dans lequel l'Europe devrait effectivement faire de gros efforts, et je pense que ça serait très apprécié par tous nos concitoyens, c'est effectivement en matière de sécurité, en matière de défense, en matière de coordination de nos politiques de lutte contre le terrorisme. Et là, je pense qu'il y a des marges de progression certaines. Alors que le président de la République veuille s'y attaquer, en commençant bien évidemment par la coordination ici en France, je crois que c'est une bonne chose. Bien évidemment, il faut des moyens supplémentaires, mais l'organisation des moyens est également un vrai sujet et il est bien que cette question soit à nouveau posée. Ouais, Rémi Féraud, qui doit être au courant justement de ces actions de coordination du renseignement? Guillaume Larrivé, député LR, qui a jugé insuffisante la loi sur la sécurité intérieure, propose par exemple l'information d'un groupe de parlementaires qui serait habilité secret défense. Est-ce que ça vous paraît être une bonne piste? J'ignorais cette proposition. Je pense qu'elle demande une modification de la loi. Je sais que je crois que ce sont les présidents des commissions des lois du Sénat et de l'Assemblée qui doivent assurer le contrôle parlementaire, en tout cas conduire ce contrôle parlementaire sur l'application de la dernière loi. Il faut voir si, en effet, le contrôle du juge d'abord est suffisant. Et nous avions, les sénateurs socialistes, quelques réserves sur la dernière loi parce que nous estimions que ce contrôle pouvait être insuffisant, notamment sur les contrôles d'identité. Ça demande des moyens aussi pour la justice, qui est aujourd'hui particulièrement sous-dotée. Est-ce que le contrôle parlementaire doit être également amélioré ? Pourquoi pas? De quelle manière? Je ne veux pas vous répondre comme cela. C'est aussi une responsabilité de l'exécutif, le secret défense. En tout cas, il faut que nous progressions au fur et à mesure et que les moyens et la coordination des moyens suivent aussi des évolutions législatives qui sont importantes, mais qui ne sont pas non plus le seul alpha et oméga. Et puis, évidemment, au niveau européen, il faut peut-être aussi que le Parlement européen s'en saisisse, car il y a une volonté européenne, il y a une réunion, je crois, importante de l'Union européenne au mois d'octobre, mais il y a des pays qui sont beaucoup moins volontaristes que d'autres, et j'ai vu comme maire du 10e arrondissement, comme l'ensemble des élus parisiens ou des Français au mois de novembre 2015, comment les dysfonctionnements, notamment entre la France et la Belgique, pouvaient être source d'un grand danger. Donc il faut absolument progresser là aussi. Est-ce qu'on a tiré les enseignements de ces dysfonctionnements, Julien Bargeton? Oui, nous sommes en train de tirer les leçons de ces dysfonctionnements. Et bien sûr, c'est un travail qui aussi reste à accomplir et qui est, je dirais, perpétuel parce que les formes du terrorisme évoluent, parce que la menace prend des dimensions mouvantes, différentes. Donc, il faut en tenir compte. Sur le contrôle parlementaire, je pense que dans la loi, il y a deux dispositions qui sont intéressantes, qui sont notamment le fait qu'il y a une clause de revoyure au bout de 3 ans, avec un bilan qui est dressé des mesures. Ça, c'est le Parlement qui a voulu le maintenir, et c'est une bonne chose. Et puis, de même, le Parlement a maintenu le comité de suivi, qui était celui de l'état d'urgence, mais qui l'a maintenu dans la nouvelle forme. Et je crois que la nouvelle loi de sécurité intérieure, quand même, encadre les dispositions qui existaient dans l'état d'urgence, mais qui était parfois un peu large. Et là, elle a rajouté quand même, notamment, le contrôle du juge, judiciaire ou administratif, ça dépend des cas. Elle a aussi limité un certain nombre de possibilités sur le contrôle de l'ordre public ou sur les durées, par exemple, de fermeture de lieux de culte. C'est un équilibre. Elle reprend en partie les éléments de l'état d'urgence et en même temps, elle les met dans un cadre nouveau. Et je crois que nous devons être attentifs à cet équilibre, mais qui est vrai ne passe pas que par des moyens juridiques, qui passe aussi par le renforcement des moyens. Et on a des discussions, on le sait bien, sur le budget, mais il y a un renforcement des moyens de sécurité et de justice dans ce budget, et puis qui passe aussi par une organisation nouvelle. Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du RAID, député de Seine-et-Marne, fait des propositions
propositions aussi pour rapprocher des commandements. Je crois qu'il faut que nous travaillions sur ces dimensions-là. Le gouvernement et le président y travaillent pour modifier et rendre plus opérationnels et plus efficaces nos moyens. Et effectivement, au niveau européen, nous sommes tous d'accord, nous sommes tous convaincus que c'est un vraiment des lieux où la coopération doit encore progresser parce qu'elle met en péril même la sauvegarde de ce que sont nos valeurs européennes. Et nous les partageons ensemble. Donc c'est vrai qu'il faut grandement encore améliorer, bien sûr, la coordination. Philippe Dallier, quand on lit aujourd'hui l'entourage des ministres qui ont pu vivre au premier rang ces attentats en 2015, ils estiment tous aujourd'hui que ça implique un nouveau mode de gouvernance. On doit être prêt à réagir à tout moment, à agir à tout moment. Est-ce qu'en tant que parlementaire, vous l'avez vécu de la même façon ? Pas de la même manière, parce que nous ne sommes pas aux manettes. Par contre, effectivement, on a demandé au Parlement de regarder dans quelles conditions on pouvait modifier la loi, et c'est ce que nous avons fait. Et je pense, encore une fois, que nous avons trouvé un bon équilibre, et que c'est très bien, parce que nous avons face à nous des gens qui utilisent tous les moyens, qui sont prêts à se suicider pour faire le plus de morts possible. Et donc, même s'il faut un peu, et nous l'avons fait, limiter les libertés publiques, je pense que c'était nécessaire. Alors, nous avons trouvé cet équilibre. Écoutez, dans une période à venir, j'espère la plus rapprochée possible, où cette menace aura disparu, nous pourrons à nouveau modifier la loi. Mais il est absolument indispensable. Philippe Dallier, je vous interromps, Jacques Toubon, quel défenseur des droits, estime bien que le gouvernement et le Parlement ont fait fausse route. Je le cite. Je ne partage pas l'avis de Jacques Toubon, même si je le connais de longue date. Je trouve qu'il se trompe et qu'il y a, à situation exceptionnelle, nous devons... Vous savez, c'est bien beau de dire qu'en tout temps, il faut garantir les mêmes libertés publiques à tout le monde. C'est bien beau tout cela, mais ça profite à qui ? À ceux qui, effectivement, veulent mettre à bas la société française. Alors, le tout, c'est... En touchant aux libertés publiques aussi, de plus en plus... Oui, mais ça ne veut pas dire... Ça ne veut pas dire qu'il faut effectivement aller très loin, comme certains l'auraient suggéré, mais je pense véritablement que l'équilibre... une démocratie. Mais nous sommes une démocratie. Restons là, et fiers de ces valeurs, et nous les défendons. C'est ce que nous sommes en train de faire, et c'est le plus important. Donc, nous avons trouvé le bon équilibre. J'espère que ça permettra à nos forces de l'ordre et au gouvernement de venir à bout de cette menace le plus rapidement possible. Moi, je pense que je partage un peu les propos de Jacques Toubon. Je crois que je l'avais dit en séance à un moment donné sur un énième vote sur la prorogation de l'état d'urgence. Il y a un moment où il faut savoir faire pause. Il faut savoir appuyer sur le bouton pause. On sait que le risque zéro n'existe pas, que peut-être demain, malheureusement, il y aurait un attentat. Mais je pense qu'il y a un moment donné... légiférer sous le coup de l'émotion, ça peut rompre. Mais malheureusement, ça peut rompre des équilibres. Nos ennemis ne sont pas en mode pause. Voilà, on l'a vu par le passé. Quand nos ennemis seront en mode pause, nous pourrons peut-être, comme l'a dit on a créé les conditions, on a voté un certain nombre de lois. Ce que vous êtes en train de me dire, ça veut dire qu'on a échoué. Moi, je ne considère pas que l'on a franchement échoué, même si j'ai des réserves à émettre sur ce qui a été adopté. L'état d'urgence a permis quand même des perquisitions, à légiférer, continuer. Oui, on peut faire le bilan de ces perquisitions, des armes qui ont été trouvées, des attentats déjoués. D'accord, ok, mais sur la masse, toutes les perquisitions n'avaient pas pour objectif simplement, vous le savez très bien, de pénétrer chez d'éventuels terroristes. On le sait très bien. On le sait très bien sur la masse de ce qui s'est passé. Donc moi je dis un peu plus fort. Donc oui, mais pour ce faire, il faut des moyens. Or moi j'ai étudié le budget, on n'en est pas là encore. J'ai reçu les syndicats de police ces derniers temps, on n'en est pas là encore. On veut créer une police de la quotidienneté, etc. Moi je dis ok, d'accord, mais quid des moyens ? On a un problème. Il faut que ce pays, ce gouvernement décide qu'effectivement, la sécurité est une priorité. Et si c'est une priorité, on y met les moyens. Or, ce que je constate aujourd'hui, et nous allons l'aborder d'ici peu au Sénat, c'est que les moyens ne sont pas à la hauteur. En matière de renseignement et en matière d'effectifs de policiers sur le terrain. Est-ce que c'est votre sentiment, Rémi Fleurot ? C'est votre sentiment, notamment sur la ville de Paris ? Mais nous sommes arrivés à une situation qui est quand même le fruit du quinquennat de Nicolas Sarkozy, d'un effondrement des effectifs de police.
la prise de conscience des conséquences dramatiques de cet effondrement dû à ce qu'on appelait notamment la RGPP, puis des choix budgétaires. C'est François Hollande qui a décidé de changer ce cours, mais il faut du temps aujourd'hui pour que cela se marque. Moi, je pense que, en effet, les augmentations annoncées, dont parlait Julien Bargeton, d'augmentation d'effectifs, ne sont pas forcément suffisantes. Il y a toujours une vision qui reste limitée. Donc, je pense qu'il faudrait davantage, et surtout, il faut l'inscrire dans la durée. Je ne partage pas le terme de pause. Voilà. Il faut faire une pause, certainement, dans l'inflation législative, mais là, la dernière loi votée permettait de sortir de l'état d'urgence en gardant le même niveau de capacité de protection. Ensuite, oui, nous avons parfois échoué. Les attentats du 13 novembre 2015 sont un grave échec. Ça n'est pas une personne seule qui s'est radicalisée dans son coin, c'est un très vaste commando. Donc il faut en tirer les conséquences. Ça a été fait de manière extrêmement sérieuse sur la deuxième partie du quinquennat de François Hollande. Il faut que cela se poursuive aujourd'hui. Je ne fais pas de procès d'intention au gouvernement. Julien Bargeton, sur la question des moyens. Il y a des moyens qui sont prévus sur l'ensemble du quinquennat, 10 000 pour l'ensemble des forces de police et de gendarmerie sur la durée, sur 5 ans. Voilà, on peut regarder les allocations, si on peut faire davantage là ou là, mais l'effort qui avait été lancé est largement prolongé, amplifié et même poursuivi en insistant davantage. Donc il y a cet effort qui sera fait sur les moyens, effectivement, qui est indispensable, mais nous l'avons dit, qui n'est pas la seule façon. Il y a aussi le sujet d'organisation. C'est vrai que nous avons dû apprendre des échecs passés, notamment de ces attentats et de la façon dont ces filières se constituent de façon très professionnelle. Et donc c'est à la fois cet ensemble, il faut jouer contre nos ennemis sur toute la gamme du clavier, moyens juridiques, moyens en effectif, et puis meilleure organisation des forces. Je crois qu'il est temps que, je dis nos gouvernements, comme ça on va remonter sur une période relativement ancienne, mettent en accord les budgets votés avec les annonces qui sont faites. Voilà. Je pense que sur les moyens de la police, effectivement, il y a des efforts qui ont été faits. Ça prend du temps. Sur les moyens de l'armée, on sort d'un débat qui a été extrêmement dur avec un chef d'état-major des armées qui a démissionné parce que cette année, on a supprimé 850 millions d'euros de crédit. Et lorsqu'on sait que cette guerre, elle se joue ici en France, mais elle se joue aussi, et pour beaucoup, à l'extérieur, que l'armée française est la plus engagée après l'armée américaine sur des théâtres extérieurs. Et pour avoir écouté le général de Villiers nous expliquer, moi qui ne suis pas membre de la commission de la défense, mais quand on l'entend nous expliquer dans quel état sont les matériels de l'armée française qui se bat à l'extérieur, ça fait peur. Et le 1,8 milliard que le gouvernement a annoncé n'est en fait qu'un rattrapage d'années et d'années. On peut remonter loin, je suis d'accord. Mais justement, c'était bien le moment pour ne pas les supprimer, ces 850 millions. C'est du rattrapage, c'est du rattrapage. Et nos armées ont besoin de bien plus que ça, ne serait-ce que des drones, ne serait-ce que des matériels qui correspondent j'allais dire, à l'actualité de ceux que nous avons en face de nous. Et là, je pense que la nation a un effort à faire et que le compte n'y est malheureusement encore pas. Mais c'est pour ça, quand je dis pause, moi, je suis tout à fait d'accord. C'est qu'on a eu une inflation de lois. On peut considérer, ce qui n'est pas mon cas, mais on peut considérer qu'on a l'arsenal juridique qu'on vient d'avoir dans une situation telle que connaît notre pays. C'est ça que je veux dire quand je dis pause. Et sur les moyens, il y a effectivement l'armée, je suis tout à fait d'accord, mais il y a aussi nos commissariats de police sur nos territoires. Nous sommes de Seine-Saint-Denis, il y a des villes qui ne sont toujours pas... Il faut venir visiter pour voir. Voilà, dotées de commissariats de police. Quand elles le sont, les commissariats de police sont dans un état vraiment lamentable. Les policiers n'ont pas... Il y a un plan d'investissement qui est prévu, vous le savez. Oui, d'accord, ok, mais là, c'est maintenant. On aimerait en Seine-Saint-Denis avoir le même nombre de policiers par tête d'habitants qu'à Paris. Ça serait le jour et la nuit. La Seine-Saint-Denis parle d'une même voix sur le sujet. Ça fait longtemps qu'on nous les promet, qu'on nous annonce des affichages, mais qu'on ne les voit pas. Et il y a des villes qui ne sont pas dotées de commissariats de police et d'autres, effectivement, qui en ont, mais les commissariats sont dans un état lamentable. Il y a un plan d'investissement. Moi, je vous invite. Très ambitieux. On nous l'a déjà annoncé. Nous, maintenant, c'est... Vous verrez qu'il sera... On a besoin de notre territoire, qu'est la Seine-Saint-Denis. Nicole Belloubet, vous avez déclaré que 13 ans était envisageable comme âge minimum de consentement à un acte sexuel. Est-ce que ce n'est pas trop jeune? Le débat est ouvert sur cette question aujourd'hui. Oui, absolument, le débat est ouvert. Ce que nous savons, c'est que nous voulons
encore mieux protéger les enfants qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et pour ce faire, nous imaginons que rendre un âge limite où la présomption de consentement sera présumée ne pas exister est indispensable pour mieux assurer cette protection. Cela étant, je suis parfaitement consciente des enjeux juridiques que cela suppose et c'est la raison pour laquelle nous devons avoir une réflexion un peu plus aboutie avant d'avancer de manière absolument certaine sur le seuil. 13 ans, 14 ans, 15 ans, il y a des expériences européennes qui prennent appui sur ces différents âges et donc nous allons voir ce qui est. Par exemple, l'Espagne est passée de 13 à 16 ans en 2015, a décidé donc d'avancer cet âge. Oui, je vous dis, il y a des expériences européennes différentes et donc nous allons prendre appui sur ces expériences, dialoguer également avec les parlementaires qui sont impliqués sur ces questions-là pour choisir la meilleure option possible. Donc la réflexion est complètement ouverte, vous n'êtes pas encore fixé? Non, je l'ai dit à plusieurs reprises, nous étudions toutes les possibilités. Ce que nous savons, c'est que nous allons réellement fixer un seuil en deçà duquel il y aura une présomption de non-consentement. Le débat est également ouvert sur la question de l'allongement du délai de prescription en cas de viol sur mineur. Faut-il faire entrer l'amnésie traumatique dans le droit? C'est la demande d'une tribune aujourd'hui d'une journaliste qui a été violée dans son enfance et qui a subi cette amnésie traumatique et qui fait cette demande aujourd'hui. Alors comme vous le savez, il y a un rapport qui a été rendu sur ces questions-là. Ce rapport propose d'augmenter le seuil de la prescription de 20 ans pour le passer à 30 ans. A priori, nous ne voyons aucun obstacle juridique pour aller en ce sens. Au contraire, bien entendu, comme dans toutes ces questions-là, la question de la preuve demeure importante. Alors le temps peut à la fois permettre de faire remonter des éléments qui permettront de reconstituer la preuve. En tout cas, nous ne pourrons pas nous en abstraire. Une toute dernière question sur la réflexion en cours sur la révision constitutionnelle, puisque Gérard Larcher demain réunit les présidents de groupe du Sénat, preuve que la réflexion avance à la Chambre haute. Est-ce que vous êtes confiante dans le fait que cette révision puisse aboutir? On sait qu'il y a toujours cette épine de la question du cumul de mandats dans le temps. Je suis parfaitement confiante dans l'aboutissement du processus de révision constitutionnelle. Le président de la République s'y était engagé. Des contacts, bien entendu, ont déjà été pris avec le président du Sénat, avec le président de l'Assemblée nationale. Et bien entendu, nous travaillons sur plusieurs hypothèses et nous allons évidemment faire converger les points de vue. Du moins, je l'espère et j'en suis certaine. Gérard Larcher a donc réuni le groupe de travail sur les réformes institutionnelles ce matin. Coup d'envoi de la réforme constitutionnelle. On pensait qu'elle était enterrée avec les sénatoriales et finalement, on va en discuter. Éliane Assessi, qu'est-ce qui vous a été proposé, présenté ce matin? Un certain nombre de sujets ont été mis sur la table pour cette première réunion de ce matin. Et moi, j'ai quand même un petit regret, puisque le président de la République a fait un certain nombre d'annonces tendant à aller vers la révision de la Constitution, au motif que les Français et les Françaises exigeaient beaucoup du personnel politique. Et ce que je regrette, c'est que nous travaillons à une possible révision de la Constitution sans qu'il n'y ait un débat public qui s'instaure dans le pays sur des sujets qui, donc, seraient sensibles pour nos concitoyennes et nos concitoyens. C'est ma première remarque. Après, sur les sujets qui ont été présentés, moi, j'ai un second regret, c'est qu'on travaille d'une part ici au Sénat sur un certain nombre de sujets. Le Sénat lui-même, comme l'Assemblée nationale, travaille sur d'autres sujets, et notamment des modifications des règlements de chacune des chambres. Et il y a d'autres textes qui sont à venir, qui nécessiteront des projets de loi organiques, etc. Donc on a une situation façon Pulse. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu la globalité de tout ce qui serait proposé pour avoir un positionnement tout à fait cohérent sur des modifications apportées à notre Constitution. Mathieu Darnaud, le président de la République a fixé une deadline. Il faut se mettre d'accord avant été 2018, fin 2018. Sinon, référendum, ça va trop vite, ces discussions. Il faut le temps, comme l'a dit Éliane Assessi.
Oui, parce qu'il s'agit d'un sujet éminemment sérieux et je pense qu'effectivement, nos concitoyens doivent aussi être consultés ou que l'on ait ici même, au Sénat, à l'Assemblée nationale, le temps de réfléchir. Vous savez, moi je tiens beaucoup à cette expression qui dit qu'on ne doit toucher à la Constitution que d'une main tremblante. Je pense que nos institutions, aussi imparfaites soient-elles, fonctionnent. Et si on a besoin d'évolution aujourd'hui, je crois qu'il faut quand même prendre le temps. On a besoin d'avoir un véritable débat sur le sujet pour voir ce que l'on peut faire évoluer. Je pense notamment à la façon de légiférer pour être plus efficace, pour avoir peut-être plus de réactivité, mais sans aller trop vite. Et je dis simplement, prenons garde à ce que cette habitude de vouloir moderniser nos institutions ne soit pas avant tout des mesures cosmétiques. Didier Guillaume, une des mesures phares, c'est la réduction du nombre de parlementaires. Sur cette question-là, visiblement, tout le monde est à peu près d'accord maintenant. Moins de parlementaires, mais il va falloir décider avec quels moyens et sur quelles conditions, c'est ça ? Non, mais d'abord, tous les présidents ont réformé la Constitution. Il faut évoluer avec son temps. Il y a 3 sujets majeurs sur lesquels nous avons travaillé ce matin et sur lesquels, je crois, nous arrivons à un consensus. La suppression de la Cour de justice de la République. Pas de justice d'exception, il va falloir le faire. La non-présence des présidents de la République au Conseil constitutionnel. Enfin, c'est une aberration qu'un ancien président de la République touche de l'argent pour aller au Conseil constitutionnel. Bon, ça va être supprimé. Donc ces sujets-là, il faut le... Ça, c'est pas les sujets qui fâchent. Mais il y en a d'autres. Mais aucun sujet ne fâche. Après, dans les campagnes électorales, beaucoup de candidats évoquaient la baisse du nombre de parlementaires. Pourquoi pas ? Mais la baisse du nombre de parlementaires, ce n'est pas pour courir après je ne sais quel populisme. C'est à condition que les parlementaires aient les moyens de fonctionner et notamment de faire plus de contrôle du gouvernement. Notre rôle constitutionnel, il est double. Légiférer et contrôler l'action du gouvernement. Et s'il y a moins de parlementaires, il faut que ces parlementaires aient plus de moyens pour contrôler le gouvernement. Et enfin, évidemment, et là-dessus je pense que nous pourrons trouver un consensus au Sénat, à partir du moment où nous réduirions le nombre de parlementaires, il n'est plus question de rester dans la situation d'aujourd'hui où les gros départements, avec beaucoup de sénateurs, écraseraient les petits. Les députés sont élus au suffrage universel direct par la population à la proportionnelle des habitants. Les sénateurs sont élus par les élus. Ça doit se faire en fonction des territoires et notamment les territoires ruraux doivent être représentés. À partir de là, eh bien, nous verrons comment les choses avanceront et je pense que nous pourrons trouver une façon d'aller à cette révision. Hervé Marseille, moins d'élus, mais plus de moyens et la défense des territoires ruraux, on sait que c'est important ici au Sénat. Oui, c'est surtout le fait qu'il y a 2 assemblées au Parlement, il y a l'Assemblée nationale et le Sénat. Chacune a une originalité. On sait que l'Assemblée nationale, c'est plutôt la représentation de la démographie, ce sont les citoyens qui votent. Constitutionnellement, le Sénat est le représentant des collectivités territoriales. Il faut donc garder ce lien entre les territoires et l'institution. C'est la raison pour laquelle, si on retient l'idée d'une baisse de l'ordre de 30% des parlementaires, ce qui reviendrait à dire qu'il y aurait environ 245 sénateurs, à peu de choses près, eh bien, il y aurait beaucoup de départements, plus d'une cinquantaine, qui n'auraient qu'un seul sénateur. Et donc, comment va-t-on élire ces sénateurs ? C'est là où il faut absolument qu'il y ait un mode de scrutin qui soit territorial, départemental, qui protège ce lien entre le département, l'institution départementale et l'institution sénatoriale. S'il n'y a pas ce lien, il n'y a plus de Sénat. Et donc c'est indispensable qu'on maintienne ce lien. Jean-Claude Rothquier, vous êtes, comme votre groupe RDSE, un défenseur des territoires ruraux. Le département, c'est le seul échelon, pas question de rattacher les élections à la région. Non, pour nous, il n'est pas question de rattacher l'élection sénatoriale à l'élection régionale à la proportionnelle. Donc nous souhaitons nous garder dans les territoires ruraux un lien direct entre l'élu et la population et les territoires. Alors vous disiez tout à l'heure qu'on réforme la Constitution, mais je crois qu'on l'a fait 25 fois depuis 1958, donc c'est pas nouveau. Il faudrait un peu du temps au temps, pour reprendre une expression célèbre, et bien réfléchir, mais notre groupe n'est pas hostile donc, à une modification, à une révision, mais encore faut-il qu'elle soit donc consentie et bien réfléchie.
Une des autres mesures, la limitation du cumul des mandats dans le temps. Pas plus de 3 mandats pour un maire, pour un député, pour un sénateur. Finalement, on imposerait une règle, un peu comme pour le président de la République, hein, c'est 2 fois maximum. Éliane Assassi, une bonne mesure partout, sur tout le territoire ? Écoutez, moi je l'ai dit ce matin, le président de la République a encore annoncé cette mesure. Je pense qu'il faut creuser le sujet comme ça, parce que livrer en pâture l'idée qu'il n'y aurait que 3 mandats, enfin qu'il y aurait 3 mandats consécutifs, pour moi, je vais le dire aussi franchement que je le pense, pour l'heure, c'est de l'affichage. C'est de l'affichage. Parce que quelqu'un qui est député aujourd'hui pourrait être sénateur durant 3 mandats consécutifs. Mais in fine, il aurait fait 4 mandats. Donc je pense qu'il faut qu'on creuse encore le sujet. Et il y a la problématique des élus, des exécutifs, des collectivités, des villes, et notamment des petites villes. Je pense qu'on ne peut pas avoir la même réflexion sur des parlementaires que sur des élus des exécutifs dans des villes, des petites villes notamment. Donc je pense que tout ça n'est pas abouti. Et ce matin, nous n'avons pas abouti, parce qu'il faut que les choses soient claires. C'était une première réunion qui a abordé 3 sujets ce matin, mais nous n'avons pas abouti la réflexion sur ces 3 sujets. Donc il y a encore beaucoup de travail, et à mon avis, les sénatrices et les sénateurs que nous sommes devraient se retourner vers les grands électeurs qui les ont élus au mois de septembre dernier pour ceux qui étaient renouvelables, pour avoir aussi pour recueillir aussi leur avis sur le sujet. Je parlais de nos concitoyennes et nos concitoyens qui sont écartés de ce débat. N'écartons pas celles et ceux qui nous ont élus en septembre dernier pour ne prendre que cette élection. Mathieu Darnaud, Gérard Larcher, sur ce sujet, dit c'est pas la loi de décider quand s'arrête le mandat, c'est les électeurs, ils votent pour un candidat ou ils votent pas pour lui s'ils en ont marre. Oui, en l'état, nous ne sommes pas favorables à cette mesure. Je crois que la démocratie doit laisser à l'électeur le choix de décider s'il veut reconduire ou non un élu, une équipe municipale, pour ne parler que des élus locaux, parce que l'impact fort, il est avant tout sur les élus locaux, notamment dans ceux des territoires qui sont les plus ruraux, où on a des petites communes, notamment, où on sait que c'est parfois difficile de trouver 9 élus municipaux, parce qu'on est sur des strates de communes qui sont des petites communes. Dans la Drôme, Rochefourchat, 1 habitant, Loubarès en Ardèche, 22 habitants. Vous imaginez bien la complexité que cela revêt. Et je ne vois pas de quel droit on demanderait à des élus qui ont fait leur travail correctement, qui aspirent à se présenter devant les électeurs, on leur refuserait le droit de pouvoir le faire. Je ne pense pas que ce soit une mesure qui participe à la respiration démocratique. Je le dis encore une fois, notamment s'agissant des communes rurales, des territoires ruraux. Et ça, je pense que ça peut créer une crise de confiance importante sur les territoires et notamment sur les petites communes. Jean-Claude Requier, comment on peut se mettre d'accord ? Il faut fixer un seuil, c'est un nombre d'habitants au-delà duquel on pourrait plus se représenter ? Je sors d'une campagne électorale des sénatoriales. J'ai vu 318 communes, dont 318 maires et élus. Beaucoup de maires veulent s'arrêter. Alors si on commence à leur dire, au bout de 3 mandats, vous ne pouvez plus vous représenter, je pense qu'il y aura un vide démocratique et que les électeurs décident, eh bien, s'ils reconduisent leurs élus, c'est quand même la démocratie. Donc pour les maires, ce sera difficile de l'appliquer. Alors quant aux parlementaires, nous verrons 3 mandats, mais vous savez, ça évolue très vite et je pense que le temps des longs mandats est peut-être terminé. Didier Guillaume, finalement, ça se ferait naturellement maintenant, le renouvellement avec des jeunes têtes qui arrivent. On le voit dans la politique nationale, ça peut être aussi le cas peut-être aux prochaines municipales. Ça s'est fait au Sénat avec ce renouvellement, puisque depuis le dernier renouvellement de septembre et la limitation du cumul de mandats et la démission de sénateurs, 62% de sénateurs sont nouveaux. Donc ce n'est pas rien. Mais moi, je ne partage pas l'avis de mes collègues. Je pense qu'il y a besoin de respiration. À partir du moment où on a mis 2 mandats pour le président de la République, on peut dire que ça va contre le peuple. Si le peuple... Oui, mais c'est le même principe. Si le peuple veut réélire son président de la République 3 fois, il réélit 3 fois. Je crois que nous avons été plusieurs à dire. Les socialistes, eux, l'ont même dans leur charte. On dit pas plus de 3 mandats. Donc nous sommes plutôt favorables. On verra comment les choses
tourneront. 3 mandats pour un parlementaire, je crois que c'est bien, même si je souscris à ce que dit Jean-Claude Requier, c'est fini une longue carrière de 5, 6, 8 mandats. Par contre, moi je ne suis pas favorable à ce que l'on mette la limitation du cumul des mandats dans le temps pour les maires, et notamment les maires des petites communes. Parce que ça n'a aucun sens. Donc quel seuil Ce sont des bénévoles, les maires sont des bénévoles, ils sont là pour aider, eux-mêmes ils mettent de leur argent pour nettoyer des chemins, etc. Donc ça, je n'y suis pas favorable. On verra. Le seuil, ça peut être le seuil de 1000 habitants. 1000 habitants, c'est aujourd'hui la limite à partir de laquelle on fait des listes à la proportionnelle et d'autres pas. Mais on verra dans la discussion. Si cette question est posée sur la table dans la réforme constitutionnelle, limitation à 3 mandats, on verra d'abord s'il y a une majorité constitutionnelle, si nous les constituants, nous sommes capables de trouver un compromis, un consensus. En tout cas, autant je pense que ça peut très bien se faire pour des parlementaires, députés, sénateurs, peut-être pour des maires des grandes villes, je ne sais trop, mais moi je ne suis pas favorable pour les maires ruraux. Hervé Marseille. Oui, je pense qu'il faut quand même respecter le Parlement et les parlementaires. On passe son temps à limiter le cumul, à limiter le statut des parlementaires. On ne peut pas donner toujours plus de poids à l'exécutif. Parce que tout ça concourt finalement à avoir des parlementaires qui sortent de nulle part. Parce que, pardon, on a vu, il y a beaucoup de renouvellement déjà au Sénat, puisque je crois qu'à peu près... c'est 60%. Des nouveaux sur la tranche qui a été renouvelée en septembre. Donc on voit à l'Assemblée beaucoup de jeunes gens très sympathiques, mais qui ont une expérience très limitée. Et donc c'est l'exécutif qui domine tout ça. Donc il faut aussi, dans l'équilibre des pouvoirs, que l'expression des territoires et l'expression parlementaire soient respectées. Donc il faut aussi redonner du lustre un peu à l'action législative et à l'action parlementaire, limiter dans le temps. D'abord, on n'est pas obligé de se présenter 3 fois de suite. Il y a aussi des parlementaires qui, de plus en plus, font des choses très différentes. Et puis, ma foi, si les électeurs vous réélisent, c'est qu'ils pensent que vous pouvez les défendre, et surtout s'agissant des territoires. Donc il faut aussi faire confiance aux électeurs, ils ont aussi leur mot à dire. Revaloriser le travail parlementaire, mais en même temps, dans cette réforme constitutionnelle, il y a aussi réduire le temps. Tout le monde dit, on met trop de temps à faire la loi, ça met trop de temps. Vraiment, c'est trop long, Éliane Assassi? Écoutez, ça c'est un débat de fond, parce que ça pose la question démocratique et de qui fait la loi et pour qui on fait la loi. Et moi, je pense qu'il faut savoir prendre le temps pour bien écrire une loi, parce qu'elle a des répercussions souvent sur la quotidienneté de nos concitoyennes et de nos concitoyens quand même. Donc... peut-être faut-il trouver des procédures qui font que, effectivement, on ne mette pas 18 mois à voter une loi, et puis aussi trouver des procédures pour que les décrets paraissent rapidement, ce qui n'est quand même pas le cas. On connaît des lois pour lesquelles les décrets ne sont toujours pas parus à l'heure actuelle. Mais faisons attention. Entre le fait qu'on veuille instaurer, généraliser les procédures en commission, c'est-à-dire le vote de la loi en commission, réduire le temps du débat parlementaire, etc., on porte atteinte au Parlement dans notre pays, et donc à la démocratie. Et la démocratie, le Parlement, c'est aussi la représentation populaire, qu'on soit député ou qu'on soit sénateur, nous représentons tous ces gens-là. Donc moi je dis, là aussi, au nom du temps, ne toucherons pas à un des piliers de la démocratie qu'est le Parlement dans notre pays. Didier Guillaume, la procédure accélérée, elle est déjà appliquée sur la grande majorité des textes. Une seule lecture, on peut aller encore plus vite? Non. Il y a des moyens? Aujourd'hui, force est de constater que 18 mois, 2 ans, entre le moment où le Conseil des ministres s'exprime et le moment où la loi est votée, c'est beaucoup trop à l'heure des réseaux sociaux et de l'attente de nos concitoyens. Et en plus, comme le dit Éliane Assassi fort justement, les décrets mettent encore parfois 1 an où ils ne sont pas pris. Donc ça ne peut pas continuer comme cela. Il faut que ça aille plus vite. Mais aller plus vite, ça ne veut pas dire bâcler et limiter le débat. Aujourd'hui, on s'aperçoit, les derniers gouvernements, les 3 derniers quinquennats, la procédure accélérée devient quasiment une procédure de la règle. Bon, alors, on va voir ce qu'il en est. Mais que l'on considère qu'il n'y ait plus de procédure accélérée, mais qu'il y ait un aller-retour dans chaque chambre, ça peut permettre de gagner du temps sur la durée, mais pas sur le débat parlementaire. Bien au contraire, ça peut permettre de prendre plus de temps. Et après, évidemment, qu'il n'y ait pas le dernier mot, qui n'est pas qu'une seule lecture à l'Assemblée, mais qui est une lecture à l'Assemblée et au Sénat. C'est un peu technique, mais c'est comme ça. Ça voudrait dire qu'il y aurait 2 lectures à l'Assemblée, 2 lectures au Sénat, à l'Assemblée dans le dernier mot.
pourquoi pas, mais tout cela... Vous savez, vous nous posez des questions, nous répondons à des questions. Nous n'avons pas de texte sous les yeux. On ne sait pas quelle question nous serait posée par la réforme constitutionnelle. Donc nous essayons de travailler le plus largement possible sur un panel le plus large pour avancer. Je crois que nous pouvons nous retrouver pour dire 2 ans pour voter une loi, c'est trop long. Est-ce que nous nous retrouverons pour savoir comment nous pouvons aller plus vite? Moi, je pense que la durée doit être raccourcie, mais en aucun cas le temps que nous prenons d'expertise, de travail en commission, d'audition ne doit être raccourci. Ou alors nous bâclerions notre travail. Mathieu Darnaud, il y a déjà des articles qui sont retoqués par le Conseil constitutionnel. On l'a vu récemment sur des taxes, etc. Parce que c'est fait trop vite. Faudrait encore aller plus vite. Oui, je crois qu'il faut d'abord respecter le travail du Parlement. Ça a un sens. Et si on veut justement éviter les écueils auxquels vous faites référence, il faut prendre le temps nécessaire. Alors, il y a certaines choses qu'il faut peut-être améliorer. Le travail, notamment en commission. Je pense essentiellement à l'étude d'impact. On a constitutionnalisé les études d'impact. Aujourd'hui, on légifère sur des textes qui sont des textes essentiels sans la moindre étude d'impact, ou si peu. Donc on n'a absolument, pas de base de travail objective. Ce qui fait qu'on légifère avec l'apport que chacun peut avoir à titre personnel, mais on a besoin aujourd'hui d'éléments qui nous permettent de mieux légiférer. Sinon, on va se retrouver dans un temps législatif qui sera tout aussi long, parce qu'on aura voulu aller plus vite, que ce soit par le biais d'une seule lecture, ou que ce soit par la volonté d'avoir un travail parlementaire très rapide, trop rapide. La conséquence, elle est évidente, c'est qu'on sera obligé de revenir sur ces textes. Je pense notamment à une loi qui fait référence ici, qui est la fameuse loi NOTRe, sur l'organisation de nos territoires. Aujourd'hui, on en est à 5 ou 6 textes, avec encore dernièrement la question qui va se poser au prochain congrès des maires de l'eau, de l'assainissement ou d'une compétence comme GEMAPI, et qui vont sûrement nous amener à relégiférer ou à corriger ce texte. Donc je crois qu'il faut des études d'impact qui disent les choses clairement, de façon chiffrée, qu'on ait des éléments qui soient objectivés pour que nous puissions faire un travail de qualité et légiférer utilement pour nos territoires, pour nos concitoyens. Hervé Marseille, est-ce que c'est possible de concilier le temps parlementaire? On a vu, il faut quand même un minimum de temps pour bien faire la loi, et le temps maintenant de l'attente des concitoyens. Didier Guillaume a évoqué les réseaux sociaux. C'est pour quand telle mesure? Est-ce que c'est conciliable, ces deux intérêts différents? Oui, enfin, vous oubliez le quinquennat en plus, qui est, j'allais dire, un délai imposé. C'est une figure imposée, donc qui accélère les choses. Mais en même temps, qui amène les textes? Qui amène les textes? C'est le gouvernement. Le gouvernement, les gouvernements, quelle que soit leur couleur politique, agissent de la même façon. Ce que veulent les élus, comme les entreprises, comme les citoyens, c'est quand même de la visibilité, de la stabilité. On ne peut pas passer son temps à changer les règles. Comment peut-on fonctionner dans un pays où on change des règles tous les 5 minutes ? Chaque fois qu'il y a un accident ferroviaire ou un accident de la route, on fait des lois en catastrophe immédiatement, les ministres se déplacent, ça devient une affaire d'État. Chaque fois qu'il y a un problème de sécurité, et malheureusement dans notre pays, comme partout dans le monde, il y en a quasiment tous les mois, on revient devant le Parlement pour dire on améliore la loi, on change la loi, on surajoute à la loi. Tout ça prend du temps, ça a été dit par mes collègues ici autour de cette table. Il faut de la stabilité, il faut de la visibilité et il faut donner un peu de temps pour réfléchir à tout ça. Il y a des lois nécessaires, on les travaille, il y a des lois obligatoires, la loi de finances, la loi de finances sur la sécurité sociale, chaque année, c'est déjà considérable. Mais qu'on se donne un peu de temps, un peu de réflexion et qu'on n'agisse pas n'importe comment, sous prétexte qu'il se passe quelque chose et que immédiatement il faut passer à la télévision, faire voter quelque chose et puis 6 mois après, il n'y a rien, il n'y a pas de décret d'application, il n'y a pas d'application et nos concitoyens considèrent finalement que tout ça, c'est un théâtre d'ombre. Donc si on veut être efficace, il faut redonner confiance, bien sûr, à nos concitoyens dans leur Parlement, dans leur vie politique, mais il faut aussi que le gouvernement, l'exécutif, quel qu'il soit lui-même efficace et mesure les propositions qu'il présente au Parlement. Jean-Claude Requier, le risque, c'est que ça soit de l'agitation et plus de l'action. Écoutez, le Sénat est quand même célèbre pour sa modération, sa pondération et sa réflexion. Voilà. Donc je crois qu'il faut garder ces vertus du Sénat. C'est vrai que les textes que nous recevons de l'Assemblée, souvent nous les améliorons. Nous prenons davantage de temps peut-être pour les étudier.
Et il faut garder donc la séance, qui est vraiment le cœur du Sénat dans l'hémicycle. Il est projeté éventuellement d'accélérer et de faire passer beaucoup de textes en commission. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un accord des présidents de groupe pour légiférer en commission, mais moi, je ne suis pas favorable. Je pense qu'il faut que la commission de travail prépare, mais le cœur de la décision, c'est donc l'hémicycle, et c'est au Sénat de prendre donc les décisions. Didier Guillaume, travailler, finalement, écrire la loi directement en commission, c'est irréconciliable avec l'objectif de transparence. Au moins, dans l'hémicycle, on voit ce qui se fait. Non, absolument pas. Je pense que là encore, il faut attendre de voir comment les choses avancent. Je sais que le président Larcher est plutôt favorable à cela. Regardons de près. Moi, je préfère que sur des textes techniques, ils soient vus en commission diffusée en direct, public, avec tous les sénateurs pouvant venir, qu'ils soient votés avec 15 sénateurs dans un hémicycle vide. Je pense que ça a des travers. 4 textes ont été votés en commission dernièrement. Ils ont été après, de toute façon, ils sont ratifiés dans l'hémicycle, hein, c'est obligatoire. Mais ils ont été votés en commission. Les choses sont plutôt bien passées. Évidemment, en commission, il ne peut pas y avoir le budget, il ne peut pas y avoir les grands textes sociétaux, il ne peut pas y avoir le logement, etc. Mais il y a des textes très techniques, des ratifications d'ordonnances, des ratifications d'accords multilatéraux, bilatéraux en politique étrangère qui peuvent être faits. Mais nous verrons. L'objectif, ce n'est pas de légiférer en commission pour légiférer en commission. Tout ce qui pourra permettre d'avoir plus de temps dans l'hémicycle sur les grands textes, sur des grandes orientations, sera positif pour le Sénat. Et tout ce qui pourra être enlevé de l'hémicycle pour que ce soit fait différemment, ça peut être positif. Mais là encore, je dis bien, nous sommes vraiment dans la théorie. Vous voyez, par rapport aux questions que vous posez, vous faites aujourd'hui un débat sur la réforme constitutionnelle, parce que c'est le sujet qui a été évoqué, alors que nous... Vous avez fait une réunion ce matin sur le sujet au Sénat. Alors que nous n'en parlerons officiellement qu'au mois de juin, s'il y a un congrès, et que nous commençons juste à y travailler. Ça montre bien que vous aussi, les journalistes, et c'est normal, les médias, vous avez besoin d'informations rapides. Il faut que les choses aillent vite, toujours plus vite, et c'est normal, vous êtes le reflet de la société, le reflet de nos concitoyens. Mais nous, il faut qu'on arrive à nous mettre aussi dans le reflet de nos concitoyens en allant un peu plus vite. C'est pas le problème des sénateurs ou de l'Assemblée. Hervé Marseille le disait, c'est le problème du gouvernement. Il faut que le gouvernement mette moins de textes, que l'on légifère moins, que l'on légifère mieux. Il y a tout un tas de projets de loi qui pourraient ne jamais venir et certains pour lesquels nous prendrions plus de temps. Si nous arrivions à faire cela, parce que la réforme de 2008 constitutionnelle de Nicolas Sarkozy, qui a été votée avec une voix de majorité, stipule désormais qu'il y a 15 jours pour le gouvernement et 15 jours pour le Parlement. Je pense qu'il faudrait aussi revenir sur l'organisation globale du travail et que l'exécutif fasse des efforts de nous balancer moins de textes. Mathieu Darnaud, si les parlementaires finalement n'arrivent pas à se mettre d'accord, le chef de l'État a dit que ce sera les Français qui trancheront un référendum. C'est un peu la menace, et si vous ne vous mettez pas d'accord, on fera sans vous. Je crois qu'il faut faire attention à ne pas être tout le temps dans la défiance. On a la capacité de réfléchir sereinement, en prenant le temps nécessaire, encore une fois. On est sur des sujets qui touchent au cœur même de la démocratie française, au cœur de nos institutions. On ne peut pas prendre des décisions en 15 jours ou aller vers un accord au forceps. Je crois que ce sont des sujets essentiels. Ce qui a été dit en est le reflet ce soir, parce que c'est l'avenir du bicamérisme aussi. On l'a dit, notamment par rapport à la façon dont sera décidé l'abaissement du nombre de parlementaires. Le cumul des mandats dans le temps, ça peut toucher gravement aussi à la démocratie de proximité, à nos communes. Donc on voit bien qu'on n'est pas sur des sujets cosmétiques ou des sujets d'affichage, comme le disait Éliane Assassi. On est dans des sujets essentiels pour l'avenir de la démocratie française. Bonjour Pascal Perrineau. Bonjour. Alors avant de parler de votre livre sur le vote disruptif, une réaction sur le sujet qu'on vient de voir et cet éventuel report des élections et puis report d'un an des municipales et refonte du scrutin des européennes. Quel avantage Emmanuel Macron pourrait tirer d'un tel report ?
Alors dans l'argumentaire qui pour l'instant est un peu discret, pluriel, il y a plusieurs arguments qui sont avancés. Il y a d'abord la rationalisation. On regrouperait tout ce qui concerne les collectivités territoriales, quel que soit le niveau, communes, départements, régions, en oubliant que la question communale n'est pas la question départementale n'est pas la question régionale. Mais ça, c'est un argument au fond sur la rationalisation. Le deuxième argument, Emmanuel Macron, La République En Marche, se rendent bien compte qu'il y a eu une très forte abstention. Souvenons-nous, un record d'abstention toute catégorie pour les législatives de juin dernier. Et en rassemblant les élections, il y aurait la volonté de refaire venir les Français vers les urnes. Il y a également l'argument des économies. On ferait des économies en faisant voter ensemble pour ces différents enjeux. Mais derrière, on voit bien qu'il y a un argumentaire qui est un argumentaire politique. On l'a bien vu avec les élections sénatoriales. La République En Marche et Emmanuel Macron ont un problème avec les collectivités locales, avec en particulier les élus des conseils municipaux qui constituent l'essentiel du corps électoral sénatorial, qui a envoyé un message de sanction vis-à-vis de La République En Marche. Et on voit bien que le président veut avoir le temps de préparer le terrain, avec un grand risque. C'est la logique de sanction des élections intermédiaires. Donc il risque non pas peut-être de tout gagner, mais de tout perdre. Donc la raison politique, ce que vous nous dites, c'est que La République En Marche est un parti qui n'a pas d'ancrage local et qui donc a besoin de plus de temps pour s'implanter dans les territoires, d'où ce report des élections donc locales. Oui, ça n'est pas simple parce que c'est un parti qui n'est pas né du bas en haut, il est né par le haut. Et maintenant, il a besoin de se créer une base, et c'est long de se créer une base. Pascal Perrineau, est-ce que techniquement, ce report des élections, il regroupait les élections régionales, départementales et municipales, est-ce que techniquement, il est possible? Est-ce que c'est légal? Oui, tout à fait. Techniquement, c'est possible. En effet, la loi peut déboucher sur un regroupement. Il faut savoir que dans ces élections, il y a un problème souvent dans ces élections regroupées. Souvenons-nous, en 86, on avait regroupé les législatives et les régionales. C'est qu'une élection fait de l'ombre aux autres. Et donc, pour la clarté de la question politique, ça n'est pas extraordinaire. Et l'autre risque, rapidement, avant de passer donc à votre livre, est-ce qu'un tel report ne risque pas de desservir la majorité? C'est-à-dire que 2021, c'est un an avant la prochaine présidentielle. Un échec aurait encore plus d'écho. Ah bien sûr, un échec sera redoutable parce que ça jettera une ombre sur les scrutins nationaux à venir un an plus tard. Et on sait très souvent qu'en fin de mandat, les élections intermédiaires sont dures à gagner. Pascal Perrineau, 6 mois après l'élection présidentielle, vous publiez donc, ou en tout cas sous votre direction, Le vote disruptif. C'est un ouvrage collectif où vous décrivez donc cette disruption politique qui a mené Emmanuel Macron au pouvoir. Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est ce vote disruptif? Alors vous savez, la disruption, ça a été inventé par des spécialistes de marketing américains qui parlaient d'innovation disruptive dans le secteur des marchés ou des entreprises, par une politique des prix agressive, par une politique de nouveaux produits, s'emparaient d'un marché. C'est la rupture. Voilà, c'est la rupture. Et on innove, c'est-à-dire, c'est pas la rupture pour la rupture, c'est la rupture et on met en place un nouveau système. Et on s'aperçoit que sur le marché politique, qu'est-ce qui s'est passé il y a 6 mois? C'est bien une véritable disruption, une entreprise politique. La République En Marche a complètement mis à bas l'ancien système et tente de mettre en place aujourd'hui, un nouveau système. Alors les mots que vous employez pour analyser cette campagne 2017 sont très forts. Vous parlez de destruction créatrice, de déchéance fulgurante, de champ de ruines. Et vous nous expliquez bien que tout cela en fait signe la fin d'un cycle politique qui était né après la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait. Il faut prendre conscience, si vous voulez, pour essayer de comprendre ce moment 2017 qui a pu apparaître un peu comme abscon, difficile à comprendre. Il faut bien se rendre compte que, après la guerre se réinvente la démocratie représentative sur les décombres des régimes autoritaires que l'Europe avait connus. Cette démocratie représentative, elle est organisée autour des partis, elle est organisée autour du clivage gauche-droite. Et on s'aperçoit au fond que plus de 70 ans plus tard, c'est ce système
qui se délite, les partis sont rejetés, la démocratie représentative est de plus en plus interpellée par une démocratie plus horizontale, qu'on appelle souvent démocratie délibérative ou participative, et le clivage gauche-droite est interrogé. Alors justement, précisément sur ce clivage gauche-droite, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui? Est-ce que le concept est complètement inopérant? Il a complètement disparu aujourd'hui? Non, parce que si vous voulez, dans une crise de transition qui est celle que l'on connaît, on voit bien qu'un vieux monde meurt et qu'un nouveau hésite à naître. Et nous sommes en plein milieu. Ce vieux monde organisé depuis des décennies, même depuis 2 siècles, autour du clivage gauche-droite, eh bien on voit que beaucoup de Français continuent à se sentir de gauche, de droite ou du centre. Mais ils voient de moins en moins à quoi cela renvoie. Quels sont les grands enjeux qui opposent véritablement la gauche et la droite? Et ils ne sont pas fous, ces Français. Sur la question européenne qui a été au cœur de la campagne d'Emmanuel Macron, on a bien vu depuis 30 ans que l'opposition n'était pas une opposition entre la gauche et la droite. C'est une opposition d'un nouveau type que Emmanuel Macron a su exprimer. Et les politiques n'ont pas vu venir la fin de cette bipolarité en politique. C'est donc bien un nouveau cycle qui est en train de naître. Mais le clivage que vous nous dites, le clivage n'est pas mort. Le clivage n'est pas mort, il est en piteux état. L'état du Parti socialiste est là pour le montrer. Les difficultés actuelles des Républicains est là pour montrer que la droite ne va pas beaucoup mieux, même si elle a mieux résisté électoralement que la gauche. Donc c'est sur ce champ de ruines qu'est en train de s'inventer autre chose. Mais cela exige de la part des vieux partis une rénovation. Pas de façade, une rénovation radicale. Alors l'état des partis politiques, vous en parlez justement dans cet ouvrage. Le prochain parti qui va disparaître après le Parti socialiste, est-ce que c'est la droite? Est-ce que ce sont les Républicains? Alors la droite fait de la résistance parce que tout de même, son candidat, François Fillon, a rassemblé 20%, c'était le 3e, 20% des suffrages exprimés à la présidentielle. Donc elle n'a pas été humiliée comme le Parti socialiste, cette droite des Républicains. Mais on voit bien que la nomination d'Édouard Philippe, la nomination de ministres venus de ses rangs dans le gouvernement Philippe, dans le secteur économique, la création des constructifs, à la fois au Sénat, même s'il porte un autre nom, et à l'Assemblée nationale, tout cela crée un trouble majeur qui est en train de s'exprimer aujourd'hui dans les positions, par exemple, d'Alain Juppé, le fondateur de l'UMP, qui dit, écoutez, voilà, si c'est pour emmener la droite sur des terrains anti-européens, ne comptez pas sur moi. Mais est-ce que selon vous, ce trouble dont vous nous parlez peut aller jusqu'à l'implosion? Ah, ce trouble peut aller, oui, il peut amener une division. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Chacun fait entendre dans cette élection interne dans laquelle, c'est le noyau dur des adhérents des Républicains vont voter, que chacun fait entendre sa petite musique. Mais il faut savoir que derrière les quelques dizaines de milliers d'électeurs qui se prononceront dans cette élection interne des Républicains, il y a des millions d'électeurs de droite qui, aujourd'hui, dans une proportion non négligeable, sont attirés par le gouvernement Philippe et Emmanuel Macron. Pour terminer, Pascal Perrineau, vous écrivez que la disruption crée du trouble. Vous écrivez qu'entre le vieux monde politique qui s'étiole et le nouveau qui s'invente, eh bien, les électeurs ont perdu leurs repères. Que faut-il faire? Que faut-il dire à ces électeurs pour qu'ils les retrouvent? Alors, ces électeurs, on le voit bien, ils sont à la fois encore parfois dans le vieux clivage gauche-droite, mais ils se retrouvent de plus en plus dans ce nouveau clivage, qui est le clivage entre ce qu'on pourrait appeler une société ouverte au plan politique, favorable à l'Europe, au plan économique, qui cherche la voie de l'insertion de la France dans l'économie globale, et puis un camp qui est le camp qui ne croit plus que dans les capacités de la France à se recentrer sur l'identité nationale, sur la protection nationale au plan culturel et au plan économique. C'est ça le nouveau clivage. Et ce clivage-là, vous voyez, ce n'est pas un clivage gauche-droite, c'est un clivage qui clive, qui traverse à la fois la gauche, on le voit bien dans l'opposition entre France Insoumise et le PS. Les électeurs sont de plus en plus tentés en fait par les extrêmes. Bien sûr, il y a bien sûr, oui, des gens qui au fond se disent, puisque la droite et la gauche sont en train de mourir, eh bien on va aller dans les formations les plus à droite et les plus à gauche. Mais pour le reste, qui constitue l'essentiel, qui constitue la majorité du corps électoral, le grand déménagement a commencé. C'est-à-dire que d'un côté, il y a ceux qui sont attirés par cette organisation politique nouvelle qu'est La République En Marche, et puis il y a ceux qui sont un peu orphelins, qui cherchent un nouveau parti socialiste et un nouveau parti républicain. Très bien. Merci Pascal Perrineau. Je rappelle donc le vote disruptif que vous publiez. Merci.
sur ce plateau. Muriel Salmona, bonjour. Vous êtes psychiatre, vous êtes présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, Geneviève Garrigos, bonjour. Vous êtes présidente de l'association de soutien de la Fondation des femmes. Vous êtes également porte-parole d'Amnesty International France. Merci d'être là. François-Noël Buffet également sur ce plateau. Bonjour, sénateur Les Républicains du Rhône, vice-président de la Commission des lois. Vous faites partie de ce groupe de travail sur les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs qui s'est constitué au Sénat. Et enfin, j'accueille Jackie Coulon. Bonjour, vous êtes le secrétaire national de l'USM, c'est l'Union syndicale des magistrats. Première question pour vous, Muriel Salmona, puisqu'il y a plusieurs évolutions possibles de la loi pour mieux protéger les femmes. Où est-ce que ça, où est-ce qu'il y a des défauts, des failles pour l'instant dans la législation française, selon vous ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'immense majorité des victimes de violences sexuelles, qui sont d'ailleurs principalement des enfants, ne sont pas protégées, puisque c'est plus de 80% qui ne sont jamais protégés. Il y a seulement 10% de plaintes, très peu de condamnations pour les viols, par exemple en cour d'assises, c'est autour de 1%. Et que là, effectivement, il faut lutter à la fois pour mieux protéger et aussi contre l'impunité, qui sinon renvoie un message très délétère, en fait, par rapport à une tolérance de notre société face à ces violences. Et puis un risque très fort qu'elle récidive, que des gens récidivent et que d'autres victimes subissent ces violences. Donc effectivement, là, il y a la nécessité que les victimes puissent porter plainte, et particulièrement pour les mineurs, au-delà du délai de prescription actuel. Et puis, bien entendu, cet âge légal du consentement, nous, ça faisait très longtemps qu'on a alerté sur le fait qu'il y avait absolument nécessité de protéger les enfants et de les protéger vraiment. Et je pense qu'effectivement, le seuil de 13 ans est trop bas, d'autant plus que là, les chiffres qui sont donnés, qui étaient donnés par le Haut Conseil à l'égalité, datent de 2004, et que par exemple, l'Espagne, qui était à 12 ans, est montée à 16 ans, et qu'on aurait le chiffre le plus bas si on prenait 13 ans, et les enfants n'ont absolument pas le développement psycho-affectif, la maturité, et non pas... On va y venir dans le détail, si vous voulez bien, Muriel Salmona, on va donner la parole aux autres invités. Geneviève Garrigos, il faut absolument faire évoluer la loi pour mieux protéger aujourd'hui les victimes de violences et agressions sexuelles ? Absolument. D'une part, il faut faire évoluer la loi, et Muriel Salmona l'a très bien dit, que ce soit par rapport à l'âge minimum pour un consentement, ou que ce soit par rapport à la durée de prescription. J'ajouterais que sur la question du consentement, c'est une question aussi assez difficile, parce qu'on s'aperçoit que d'une part, les femmes, et parfois même aussi les garçons, parce qu'il y a des garçons qui sont victimes de violences sexuelles à l'enfance, eh bien, y compris en grandissant, eh bien, s'ils subissent des agressions sexuelles, ils vont être aussi dans des positions où finalement ils ne vont pas se débattre, ils ne vont pas résister parce qu'ils sont dans des états de léthargie, comme l'explique très bien Muriel. Et la notion du consentement a priori est un sujet qui pose en lui-même problème. Et d'ailleurs, sur certains campus universitaires aux États-Unis, on voit qu'on est passé il y a une demande de consentement positif, c'est-à-dire qu'il doit être exprimé. Ce n'est plus il faut avoir dit non pour que ça puisse avoir lieu, il faut avoir dit oui pour que l'acte devienne et avoir lieu. Mais ce que je voudrais rajouter, c'est que au-delà de ces évolutions de la loi, il faut aussi derrière les moyens, parce qu'en France, on voit bien, il y a une, je veux dire, très vite, on va chercher par des nouvelles lois à répondre à une certaine attente, quand on s'aperçoit que très souvent, il y a des lois qui ont été adoptées, qui n'ont jamais été mises en œuvre. Et un des problèmes majeurs que l'on a aujourd'hui en France, il faut quand même le souligner, c'est le manque, je dirais, de formation au niveau des professionnels qui sont en contact avec les femmes et les enfants victimes de violences, le manque aussi d'hébergement, de prise en charge. Et ça, c'est très important pour pouvoir avancer sur ces questions. Ouais. François-Noël Buffet, en tant que parlementaire, en tant que législateur, quelles sont les difficultés juridiques auxquelles vous êtes confrontés pour faire évoluer ces lois, à la fois en ce qui concerne la prescription et la question du non-consentement pour les mineurs ?
on se rend bien compte que, à la faveur, malheureusement, de l'actualité dramatique que l'on vit ces dernières semaines et ces derniers mois, la discussion et le débat est relancé sur ce point. On l'a déjà eu, rappelez-vous, il y a quelques mois, en début d'année, lorsqu'on a eu un texte sur la prescription. Et notamment, on s'est posé la question de savoir s'il fallait, notamment pour les mineurs, rester à 20 ans à compter de l'âge de la majorité, aller à 30 ans ou aller vers l'imprescriptibilité, puisque certains plaident pour l'imprescriptibilité. C'est effectivement la position de Muriel. On ne l'avait pas fait. À titre personnel, je pense que je suis en train d'évoluer sur le sujet, très clairement. Qu'est-ce qui vous a fait évoluer, François Noël-Buffet ? Parce qu'il faut se reposer la question de fond, qui est la question première, quelle est la valeur que nous protégeons ? Et la société protège quelle valeur ? Et je pense sincèrement, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, que la valeur que nous protégeons, c'est évidemment l'intégrité physique des mineurs. Et singulièrement lorsqu'il s'agit d'agression sexuelle. C'est l'agression qui touche le plus à l'intimité, à la construction d'une personnalité, et donc qui reste à jamais gravé dans la mémoire des gens. Enfin, on le sait tout cela. Et si on est à ce niveau d'analyse et que l'on veut protéger, il faut se donner les moyens de cela. Alors évidemment, ça crée un débat très lourd, parce que ça bouscule des mesures qui étaient prises jusqu'à maintenant, l'imprescriptibilité étant réservée aux crimes contre l'humanité. Donc c'est quelque chose de nouveau. Mais après tout, on peut bien faire quelque chose de nouveau. C'est pas interdit. On est là pour ça aussi. C'est la reprise complète de la notion du consentement, effectivement. Un mineur de moins de 15 ans ou de 13 ans. Je suis un peu affolé quand on dit 13 ans, très honnêtement. Ça pose une autre troisième question, et vous l'avez soulevée, madame, c'est celle de l'éducation, de la maturité des enfants, de l'éducation. C'est toute la question liée aussi au fait que la majorité, ou une grande partie, j'espère, pas la majorité, de la jeunesse d'aujourd'hui est confrontée à des images pornographiques de partout, fait quasiment son éducation à travers des projections de films de cette nature-là, et quelle est la capacité à apprécier la situation. Et ce débat-là, il faut le reposer. Je crois qu'on a raison de le faire. D'ailleurs, très immodestement, je suis à l'origine de la demande de la création de ce groupe de travail au sein de la Commission des lois à l'occasion du débat qu'on a eu là sur le redressement de la justice. Donc, j'avais proposé cela. Il faut ouvrir toutes les portes. Et je crois qu'il faut garder en tête que ce que nous protégeons, la valeur absolue que l'on protège, c'est la minorité. Et c'est donc à partir de là qu'il faut construire peut-être une nouvelle politique pénale en la matière, sans doute avec de nouveaux moyens. Jackie Coulon, est-ce que les magistrats attendent aussi une évolution de la loi, peut-être ce qui leur permettrait de mieux faire comprendre les décisions qui sont prises parfois ? En l'état, les décisions qui ont été rendues, aussi bien celle de la cour d'assises de Seine-et-Marne acquittant une personne qui était poursuivie pour viol sur mineur, que la décision du parquet de Pontoise de retenir simplement une atteinte sexuelle, c'est-à-dire des faits de nature sexuelle, mais sans contrainte, menace ni surprise sur un mineur. Ces deux décisions, qui ont provoqué l'émoi que l'on connaît dans l'opinion publique, sont toutes les deux cohérentes et conformes à l'état du droit actuel. Que ces deux décisions justifient un débat, notamment au niveau parlementaire, c'est tout à fait légitime, parce que c'est une question de société qui se pose, plus qu'une question purement juridique, d'éléments constitutifs. Exactement. Comme le droit ne peut pas tout résoudre, et là, ce n'est pas qu'une question de droit. Comme vous l'avez également indiqué, c'est aussi une question d'éducation et d'accès, effectivement. Le droit n'est qu'un moyen, il n'est pas une fin. Tout à fait. Donc, de ce point de vue-là, les magistrats, en tout état de cause, évidemment, sont là pour appliquer le droit, ils le feront, et nous sommes évidemment tout à fait attentifs au débat qui se déroule actuellement au Sénat, le groupe de travail que vous avez constitué, auquel d'ailleurs nous allons participer puisque nous serons entendus, et nous apporterons notre pierre à l'édifice et à la construction législative qui est effectivement nécessaire. Alors Flora Sauvage nous le rappelait dans son reportage, le gouvernement va présenter un grand projet de loi porté à la fois par la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, et par la secrétaire d'État à l'égalité aux droits des femmes, Marlène Schiappa. Elle fait pour cela un grand tour de France pour recueillir aussi les préconisations citoyennes. C'est une bonne méthode, Muriel Salmona ? Alors oui, c'est une bonne méthode à partir du moment où effectivement, les personnes les plus à même, les plus sur le terrain, les spécialistes puissent effectivement donner leurs recommandations. Moi, j'ai moi-même remis à Madame Marlène Schiappa un manifeste, justement, qui demande de révolutionner, effectivement, la prise en charge, les soins, le dépistage. Ça passe par quoi une révolution aujourd'hui ? Ça passe par quoi cette révolution ? C'est pas que des moyens ? Alors, c'est beaucoup de moyens quand même, malgré tout.
mais c'est vrai, c'est une réforme, des réformes législatives. Effectivement, on en a parlé. Il faut absolument aussi que la loi puisse prendre en compte aussi l'impact psychotraumatique gravissime des violences sur les enfants à long terme, voire à très long terme, avec le fait qu'il y ait fréquemment des amnésies traumatiques, des dissociations très profondes qui sont un obstacle majeur pour porter plainte. Donc, et puis qui aussi font qu'il y a une méconnaissance des réactions des victimes, particulièrement des enfants qui sont, je le rappelle, les principales victimes. C'est une fille sur 5 qui subit des violences sexuelles et un garçon sur 13. Et que du coup, il faut absolument que tous ces éléments-là rentrent en ligne de compte, donc avec une formation des professionnels et puis des soins qui sont absolument indispensables, bien entendu, en plus de tout ce qui est de l'ordre du législatif. François-Noël Buffet, peut-être. Oui, il y a 2 points qui sont très importants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un raisonnement exclusivement juridique, sinon très vite on sera bloqué, en réalité. On est effectivement sur un sujet de société. Donc il faut qu'on ait aussi un raisonnement lié à la victime, à ce qu'elle a évidemment vécu et à sa reconstruction. Ça, la justice ne peut pas lui donner. Donc c'est nécessairement, et puis c'est pas son rôle, donc c'est nécessairement une autre organisation de notre système qui permettra d'accompagner. Mais en même temps, j'allais dire, il faut rendre les deux cohérents. Et c'est tout ce travail qui doit être fait aujourd'hui. Oui. Pardon, oui. Et de fait, c'est vrai que par exemple aujourd'hui au collège, au lycée, il y a ce qu'on appelle l'éducation sexuelle, mais elle ne peut pas être que par rapport justement à la question de la reproduction. Cette éducation doit intégrer ce qu'on appelle aujourd'hui, et ce qui est reconnu au niveau international, les droits sexuels et reproductifs, c'est-à-dire le droit de la personne à disposer de son corps et l'autre qui ne la possède pas. Et ça, c'est déjà essentiel pour établir... pour que les jeunes filles et les enfants sachent que leur corps, on n'y touche pas sans leur accord, que c'est contre eux, parce que très souvent, ils ne le savent pas. Et quand on fait de l'éducation, y compris dans les écoles primaires, on le constate. Et il y a un deuxième aspect. C'est vrai qu'on ne peut pas régler tout par la loi. Par contre, la loi, surtout en France, donne un cadre. Elle donne un cadre et ce qui n'est pas interdit est autorisé. Or, soyons très clairs, c'est vrai que si les jugements qui ont été rendus sont tout à fait cohérents et dans le cadre de la loi existante, le message qu'ils envoient aussi aujourd'hui, c'est que finalement, un homme adulte peut avoir une relation avec une jeune fille de 11, 12, 13 ans, qu'il sait qu'elle va être beaucoup plus facile, qu'elle ne va pas opposer la même résistance qu'une adulte. Et c'est un message extrêmement négatif, parce qu'il y a l'éducation, mais il y a aussi la lutte contre l'impunité et le cadre que l'on donne, et dire non, un homme, quel que soit son âge, ne peut pas avoir de relations sexuelles avec une enfant, eh bien, c'est très très important pour faire changer aussi les mentalités. Alors, avant de continuer ce débat, je vous propose d'écouter Nicole Belloubet, la garde des Sceaux. Elle a répondu aux questions de Tam Trani, justement, sur les pistes envisagées par le gouvernement en ce qui concerne le non-consentement, le seuil, justement, pour le non-consentement. On l'écoute. Nous voulons encore mieux protéger les enfants qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et pour ce faire, nous imaginons que rendre un âge limite où la présomption de consentement sera présumée ne pas exister est indispensable pour mieux assurer cette protection. Cela étant, je suis parfaitement consciente des enjeux juridiques que cela suppose et c'est la raison pour laquelle nous devons avoir une réflexion un peu plus aboutie avant d'avancer de manière absolument certaine sur le seuil. 13 ans, 14 ans, 15 ans, il y a des expériences européennes différentes et donc nous allons prendre appui sur ces expériences, dialoguer également avec les parlementaires qui sont impliqués sur ces questions-là pour choisir la meilleure option possible. Alors, quelle est la meilleure option possible? Peut-être Jackie Coulon et ensuite je vous donnerai la parole, Muriel Salmona. Oui, je ne suis pas sûr que je sois le mieux placé pour fixer un âge entre 13, 14 et 15 ans. Simplement, contrairement à ce que disait Madame Rossignol dans votre reportage tout à l'heure, on ne peut pas ignorer le cas d'une adolescente qui aurait pas tout à fait 15 ans, qui serait amoureuse d'un garçon qui a un tout petit peu plus de 18 ans. Il flirte ou plus, et inévitablement, dès l'instant où les parents de la jeune fille apprendraient ce qui s'est passé, eh bien,
de ce fait-là, le jeune garçon serait susceptible de comparaître devant le tribunal correctionnel pour agression sexuelle. Alors, comment ça se passe dans les autres pays européens qui ont relevé le seuil, Jackie Coulon? Alors, sur le seuil, là, je ne sais pas comment ça se passe sur ce plan-là, mais ce que je sais, c'est que, effectivement, certains pays ont retenu 13 ans, d'autres 14 ans, d'autres 15 ans, par rapport à cet élément-là. Parce que lorsqu'il y a eu une relation sexuelle avec pénétration et que le garçon aurait 18 ans et 2 mois, il relèverait de la cour d'assises pour viol. Avec une peine de réclusion criminelle à la clé, sans pouvoir discuter les faits en disant que, même si la jeune fille venait dire qu'elle était amoureuse du garçon, eh bien ça ne changerait rien à la qualification d'infraction et le crime serait constitué. Alors, peut-être que ça pose la difficulté du caractère irréfragable, comme on dit en droit, de la présomption. Voilà, le projet, ou ce qui est en débat... pour l'instant, je crois que au niveau du gouvernement, on parle de présomption irréfragable. Ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas prouver qu'il y a consentement. Ça, c'est une véritable question qui doit se poser, parce qu'on peut poser une question de présomption de non-consentement qui pourrait être renversée devant la juridiction. Pour l'instant, ce n'est pas, semble-t-il, en l'état du Salmona et ensuite oui. François-Noël Buffet. Alors, moi je tiens à la présomption irréfragable parce qu'il faut savoir ce que l'on veut, européen. Il faut protéger tous les enfants. Chaque enfant doit être protégé. Et les exceptions, il faut les penser, effectivement, possiblement avec des exceptions. Ça, c'est effectivement à la loi d'y penser. Mais sinon, il faut faire très attention à ce que, effectivement, les enfants soient totalement protégés. Je rappelle que les conséquences sur la santé sont catastrophique. C'est un problème de santé publique majeur reconnu par l'OMS. C'est possiblement c'est la première cause de décès précoce, la première cause de dépression à répétition, la première cause de conduite addictive, la première cause de subir à nouveau des violences tout au long de sa vie, la première cause aussi d'exercer des violences quand ce sont le plus souvent des garçons qui vont possiblement reproduire. C'est aussi des conséquences sur la santé majeure, très importantes, cardiovasculaires, immunitaires, endocriniennes. Donc là-dessus, il faut être clair. Et puis, il y a des risques très importants. On ne peut pas demander à une enfant de moins de 15 ans d'assurer sa protection, d'assurer par rapport à une éventuelle grossesse, par rapport à une contraception. C'est impossible. On ne peut pas lui demander un consentement libre et éclairé. Et donc, chaque enfant doit être protégé. Ensuite, effectivement, la loi doit pouvoir tenir compte de situations qui restent marginales. Mais ce n'est pas ces situations marginales qui doivent faire la loi. C'est les situations générales qui doivent faire la loi et qui doivent permettre de protéger les enfants. C'est tout le débat, François-Noël Buffet. Oui, la question qui est posée, c'est effectivement celle de la présomption. La présomption, elle peut avoir deux caractères. Irréfragable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas apporter la preuve contraire, ou simple, auquel cas on peut apporter la preuve contraire. Ça, c'est une première problématique. La deuxième, c'est le seuil. 13 ans, 14 ans, 15 ans. Comment voulez-vous que l'on détermine objectivement les choses, tant cela tient à la qualité des personnes, à leur maturité, à leur capacité à pouvoir se défendre. Et c'est à chaque fois un cas particulier. C'est la raison pour laquelle on a quand même un principe d'abord à protéger, c'est le mineur. Point. Après, peut-être faut-il trouver un ajustement, je ne sais pas lequel, par quelques idées, qui permettent d'adapter aux situations qui peuvent être exceptionnelles, effectivement, qui peuvent avoir un caractère exceptionnel. Mais le principe doit rester le principe clair et lisible, et j'allais dire compréhensible pour tout le monde, et en particulier pour les agresseurs, c'est-à-dire les adultes en circonstances. Oui, j'aimerais revenir sur cet âge du consentement, parce que j'aimerais faire le parallèle avec, c'est simple, c'est le règlement général de protection des données qui est un règlement européen qui va être mis en œuvre au 25 mai de l'année prochaine. Il se trouve que dans ces règlements, il est bien précisé que les mineurs en dessous de 15 ans, même s'ils donnent consentement, il ne peut pas être reconnu, et seuls les parents peuvent donner une autorisation. Donc, on voit bien que cet âge de 15 ans ne sort pas non plus de nulle part, et que dans d'autres circonstances, la protection des données personnelles, eh bien là, le législateur, en tout cas, oui, le législateur a mis un seuil plancher en dessous duquel il ne peut pas y avoir de consentement. Donc, c'est possible, il faut voir les exceptions, mais il faut vraiment considérer
ce plancher comme nécessaire. Et je voulais aussi qu'on n'oublie pas les situations d'inceste qui représentent 50% des violences sexuelles chez les enfants. Et qu'il est impossible même à un enfant de plus de 15 ans et de moins de 18 ans de s'opposer à un parent qui a autorité, une personne qui a autorité, soit un parent, soit une personne ayant autorité, et que eux aussi sont absolument à protéger, et de même que les personnes les plus vulnérables. Donc il faut aussi penser par rapport à ces limites d'âge, au fait que les enfants, c'est moins de 18 ans, et qu'il faut protéger de façon adaptée tous les enfants, quel que soit leur âge, par rapport aux situations auxquelles ils peuvent être exposés. Ouais. Jackie Coulon, est-ce que ça va bouleverser aussi les méthodes de travail des magistrats, ces évolutions législatives? Bouleverser, je ne sais pas, les changer sûrement, puisque l'approche en ce qui concerne les infractions sexuelles change radicalement. Actuellement, dans l'état actuel du droit, on se place, j'allais dire, du côté de l'auteur pour rechercher s'il a commis un acte de contrainte, violence, menace ou surprise. Finalement, le juge ne recherche pas s'il y a consentement. Oui, il recherche si l'auteur a commis un acte de contrainte. Contrainte qui peut être morale ou physique. Avec le projet ou les propositions, puisque je crois qu'il y a 3 propositions de loi qui ont été déposées au Sénat. Et puis... On essaye de regrouper au sein de la commission. Voilà. Pour se faire entendre. Je pense que ce serait une bonne chose. Et en tout cas, les propositions viennent à renverser ce principe et à se placer du côté du mineur pour analyser son consentement. Donc ça, c'est un changement législatif. Et évidemment, les magistrats appliqueront ce changement, puisque c'est la loi qui décide. Ça, c'est quelque chose d'absolument clair. Ce que je voulais aussi souligner, mais vous allez peut-être l'aborder plus tard, c'est le problème de la prescription. Parce que ce problème de la prescription, donc ça relève effectivement là aussi de la loi. Vous en aviez débattu dans ce qui est devenu la loi du 28 février 2017. Et puis vous aviez écarté, vous... Oui, collectivement, le législateur. Mais j'assume, mais j'évolue. Vous aviez écarté donc un allongement de la prescription. Ce que je voudrais dire, c'est que les magistrats ne sont pas nécessairement opposés à l'allongement de la prescription. Mais il ne faut pas non plus se faire des idées et penser que ça va résoudre tous les problèmes des victimes. Parce que, comme l'indiquait M. Buffet tout à l'heure, la justice n'a non seulement pas les moyens, mais ce n'est pas son rôle de soigner le préjudice qui est très important, subi par les victimes. Ce sont des structures sanitaires qui doivent être mises en place, qui sont distinctes. En revanche, dans ce processus-là, la déclaration de culpabilité de l'auteur peut apporter un élément positif. La difficulté, c'est que plus le temps passe, plus les preuves sont difficiles à rapporter. Souvent, ça va être la parole de l'un contre la parole de l'autre. Lorsqu'on est 25 ou 30 ans après les faits, plus encore, puisque le délai de prescription commence à partir de la majorité de la victime. Donc, quand les preuves manquent, le juge est amené, en vertu de la présomption d'innocence, de déclarer l'auteur la personne poursuivie, parce que par hypothèse, il ne serait pas l'auteur, la personne poursuivie non coupable. Et là, ça risque d'aggraver le préjudice de la victime, qui non seulement a été dans sa tête au moins, et puis peut-être bien dans les faits, victime d'une personne, mais dont la justice n'a pas pu rapporter la preuve de la culpabilité et aggraver ainsi le préjudice de la victime. Sur cette question de la preuve, nous avons... D'abord, c'est déjà la situation à laquelle sont exposées la plupart des victimes qui portent plainte. Ça, c'est une réalité. Et donc, elles savent bien qu'elles ne peuvent pas forcément obtenir justice. Ensuite, il faut penser au fait que si les victimes portent plainte, donc c'est pour qu'un droit leur soit reconnu, le droit de pouvoir porter à la justice des faits criminels, délictuels criminels, et qu'ensuite, ça c'est vraiment, dans notre enquête, c'était vraiment très présent, c'est aussi pour protéger d'autres victimes. On sait que beaucoup d'agressions, particulièrement sur les enfants, sont reproduites de proche en proche, de génération en génération, et que c'est très rarement une seule victime qui est impactée, contrairement à ce qu'on a toujours pensé, c'est pas la victime qui fait l'agresseur, c'est l'agresseur qui fait des victimes.
et que du coup, il y a aussi cette nécessité aussi de pouvoir protéger les autres personnes qui sont susceptibles d'être exposées à ces violences. Et puis, il y a le fait aussi de pouvoir, par rapport à la notion de preuve, il y a beaucoup d'éléments de faisceaux d'indices graves et concordants qu'on peut retrouver, dont font partie beaucoup de l'évolution de la victime, l'impact sur sa santé, bien entendu, la spécificité aussi de la mémoire traumatique qui, en fait, est une boîte noire. Et donc, là, j'ai beaucoup de patientes qui ont eu des résurgences de mémoire traumatique en dehors de toute prise en charge médicale, d'ailleurs, et je les vois, ça apparaît comme des bouffées délirantes, mais il y a plein de détails extrêmement précis qui sont reconnus ensuite par les enquêtes et qu'on peut retrouver. Et puis aussi, l'agresseur, il peut reconnaître les faits. C'est une réalité. Je veux dire, effectivement, faut pas l'oublier. Une option. Le mot de la fin avec vous, François-Noël Buffet, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps sur ce sujet, mais on aura bien entendu l'occasion d'en reparler. Le calendrier du Sénat, de vos travaux, ça va percuter un petit peu le projet de loi gouvernementale. Comment vous voyez les choses? La commission qui est en place, qui est présidée par ma collègue Marie Mercier, devrait rendre un rapport au début de l'année 2018. Il y a beaucoup d'auditions qui ont déjà démarré. On travaille sur le sujet. Le sujet de la prescription est un sujet de fond. Très important, et bien évidemment. Son évolution est possible. En tous les cas, j'essaierai de contribuer à cela. Et donc, ça va venir en même temps que le projet du gouvernement qui va être après dans la même période. Gageons que tout le monde se mette à peu près d'accord sur des choses sérieuses et qu'on ne soit pas dans des discussions qui soient inutiles ou non fertiles. En tous les cas, il faut apporter une réponse assez rapide et ne pas créer de forme de polémique là-dessus. Personne n'a d'intérêt à cela, bien évidemment.